Sekianombo. Sekianombo muracyumva. Il faut fuir, Virginia. Non, je ne fuirai pas. Vous étiez des nobles, autrefois. Hutu, Tutsi, Hutu. Moi, je comprends pas. Le projet de l'adaptation de Notre-Dame du Nil a été proposé par la productrice Marie Legrand. Mais je connaissais bien sûr Scholastique Mogasunga. On s'était rencontrés, c'était en 2009 au Salon du Livre de Montréal. À cette époque, c'était loin de moi d'adapter ce livre au cinéma. Malgré que j'avais cette envie d'aller en Afrique, de connaître le continent, surtout Rwanda. Parce que c'est vrai que le génocide de 1994 m'avait beaucoup marqué. Pourquoi? Parce que quand se déroulait le génocide, c'est-à-dire au printemps 1994, à cette époque, j'étais déjà en deuil de mon frère qui a été tué dans la guerre fratricide en Afghanistan. Et de l'autre côté, il y avait la barbarie de la guerre civile en Yougoslavie. Donc, c'était trois horreurs dans ce monde qui m'ont hanté à ce moment-là. Et c'était lié. Et je cherchais un projet d'aller en Afrique pour connaître, rester et faire quelque chose. Et ce projet était tombé comme une providence. Et tout de suite, j'ai accepté, mais je suis allé d'abord 2 mois là-bas pour voir ce qui se passait entre Rwanda et moi. Et j'ai vu que ça, en effet, il y avait une relation, il y avait un lien entre nous, une affection et mille et une histoires à partager. Donc, j'ai accepté, bien sûr, de l'adapter. Quand j'étais au Rwanda, je tenais un journal intime, un carnet de bord aussi. Et tous les soirs, j'écrivais des poèmes, des petites histoires. Je décrivais aussi mes rencontres avec le Rwanda et les récits de mes rencontres avec les Rwandais, avec l'histoire, avec la culture rwandaise. Donc, j'écrivais tous les soirs. Et un jour, j'ai lu l'un de mes poèmes à une amie rwandaise qui m'a demandé tout de suite de rencontrer Florida pour qu'elle lise, elle, le texte. Elle a une voix extraordinaire. Elle chante Rubanga, une tradition poétique, qui est presque une sorte de chuchotement. Il y a juste, Rubanga, c'est un instrument de musique, rwandais, burundais, et à cordes, bien sûr. Et ensuite, sur ça, on chante. Mais on chante d'une manière de chuchotement. Et c'est ce qui me convenait, absolument. Après, j'ai demandé à un grand poète rwandais de réécrire mes poèmes en Kinyarwanda, de la langue rwandaise. Elle l'a fait et j'ai donné à Florida. Elle a lu mes poèmes, elle a aimé, elle dit « j'y vais ». Et comme ça, j'ai enregistré sa voix, c'est celle qui existe dans le film, bien sûr. Et ça donne une autre dimension, en effet. L'histoire, ça se passe en 1973. Les comédiennes avec qui j'ai travaillé, elles n'ont même pas connu le génocide de 1994. Alors que dire de 1973? Leurs parents étaient enfants en 1973. Donc, vous voyez, par contre, leur grand-mère, elle était vivante. Et leurs grands-parents, à l'époque de 1973. C'est pourquoi le film commence avec une fille d'aujourd'hui dans le lac. Et puis, elle dit « ma grand-mère disait ». Et cette grand-mère, en effet, c'est Florida.
iyi si yacu irananiwe, irambiwe akajarajaro k'abahashyi bayimajije amaguru, basa n'abatazi iyo bajya, bashakisha ubuziranenge bwabo batakaje. Nuko bigaruriye isi bayobagurika. La différence, bien sûr, c'est énorme parce que quand j'écris un roman, évidemment, déjà, j'ai fait mes recherches, je connaissais mes personnages, l'ambiance et tout, ça s'est passé en Afghanistan, mon pays d'origine, etc., etc. Mais j'avais besoin toujours d'une certaine distance avec mes propres œuvres. C'est pourquoi, au début, à chaque fois, je demandais à quelqu'un d'autre d'écrire une première adaptation. Ensuite, je venais après pour travailler sur l'adaptation faite par le co-scénariste. Vous voyez, ça, j'avais besoin justement de cette distance. Là, cette distance existait avant, bien sûr. Donc, il y a un travail de moins par rapport à ça. Au travail sur les œuvres des autres, bien sûr. Mais ensuite, évidemment, c'est toujours délicat de toucher à l'histoire de quelqu'un d'autre, à la vie de quelqu'un d'autre. À quel point il faut respecter ou non. D'autant plus quand il s'agit d'une œuvre presque autobiographique. Donc, soit il faut se lancer dans une adaptation très fidèle, donc un film raté, ou bien il faut encore plus prendre des distances par rapport à la personne, par rapport à l'auteur et par rapport à son œuvre. Donc, pour moi, adapter, c'est ça, c'est prendre la distance. Même si ça m'amène vers la trahison. Je crois qu'on a besoin de ça. Parce que moi, je ne voulais pas répéter, encore une fois, ce que Scholastique Mugasunga a écrit merveilleusement bien, clair et net. Ce qui, par contre, m'intéressait, de voir, par rapport à ce que j'ai vu au Rwanda, à ce que j'ai senti au Rwanda, par rapport à mon regard sur Rwanda, oui, trouver une autre dimension de cette œuvre romanesque, révéler cette dimension cinématographique de cette œuvre et voir qu'est-ce qui était caché consciemment ou inconsciemment dans une œuvre romanesque. Le cinéma doit révéler une dimension que la littérature cache. Et inversement. Par exemple, là, je viens de sortir un livre à partir du film. Et là, je montre ce que, du coup, le film que j'ai fait, ce que cachait des choses, des idées, des histoires. Donc, voilà, je vais dans le livre encore plus loin, dans mon propre livre, sur les questions des génocides au Rwanda. Les auteurs, les réalisateurs, ils ont toujours une certaine obsession, un certain souvenir très personnel, très intime, au fond d'eux, qui sort d'une manière ou d'une autre. Vous parlez par exemple de personnages, le porteur d'eau, bien sûr, dans ces deux livres, le film, mais il y a aussi un autre personnage qui apparaît souvent dans mes films surtout, c'est quelqu'un qui porte une porte. Que ça soit terre et cendre, et toujours une porte bleue. Toujours. Et qui rate toujours quelque chose, un camion ou une voiture. Elle arrive avec le personnage dans le cadre et puis disparaît. Toujours. Ça. Et puis le baluchon rouge. Aussi, sont des choses que je tremballe avec moi un peu partout. Ce sont mes obsessions. Porteur d'eau, bah oui, parce que c'était un personnage à la fois très pittoresque, deuxième chose,
dans un pays comme l'Afghanistan où il y a peu d'eux, donc ce sont des personnages assez importants. Et puis dans l'histoire d'Afghanistan où c'est très important parce que en 1923, quand il y a eu un roi afghan qui est le père de l'indépendance afghane, il a proclamé la démocratie et l'émancipation des femmes dans la société, etc. Il était renversé par un personnage que l'on appelait le fils de Portordo. Et à partir de ce moment-là, en effet, l'histoire d'Afghanistan avait changé. C'est peut-être ça, je ne sais pas. Et peut-être parce que toute mon enfance, j'y vivais dans un coin de Kaboul, face à une montagne importante dont je parle dans Porteurs d'eau. Et quand je voyais les porteurs d'eau avec leurs outres monter les montagnes pour apporter de l'eau au sommet des montagnes, ça me fascinait tout le temps. Et plus tard, quand j'ai connu, bien sûr, le mythe de Sisyphe d'Albert Camus, et puis le mythe même, je définissais ces personnages comme un Sisyphe d'aujourd'hui, qui descendent, remplir l'eau, leur outre, monter en haut, justement, vider leur outre, redescendre, remplir, remonter. Et c'est plutôt ça, je crois, aussi. Je ne sais pas, il y a peut-être aussi, je vous dis, ce sont mes obsessions, je sais pour rien.